Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, on vous parle du titre le plus attendu de cette année 2025. Ouais, il sort déjà. C'est ce qu'on appelle un triple A, comme il y a pu avoir récemment Jujutsu Kaisen, Dan Dadan, Kaiju 8, Promise Neverland, etc., etc. Il s'agit d'un récit de vengeance sur fond de magie et de pouvoir et ça s'appelle Kagurabachi. Retenez ce nom. Et ce manga, il a fait parler de lui avant même sa sortie. On est en août 2023. Une image est publiée, c'est Chihiro, le héros de ce manga, et là c'est l'emballement total. C'est devenu un mème. Immédiatement, et pour rire, pour troller, hein, les internautes l'ont déclaré meilleur manga de l'histoire. Avant la sortie du chapitre 1, puis après ça a continué aussi à la sortie du premier chapitre, et puis ça a battu des records en nombre de lectures. Ça a été monumental. Venu de rien. C'est quoi selon vous cette hype? Il y avait une forme de légitimité malgré tout. Genre ils ont quand même trouvé le dessin stylé, ils se sont dit mais c'est stylé donc ça sera bien. Il y a un petit fond de en vrai ça a l'air bien, ou c'était vraiment juste une espèce de buzz d'ampleur organique comme ça sorti de nulle part? Franchement moi j'ai pas tout suivi, mais pour moi c'était juste un mec qui a voulu faire une blague. Et sauf que ça s'est emporté de ouf. Mais traîné de poudre quoi. Mais du coup c'est vraiment trop emporté. C'est-à-dire que le chapitre 1 il s'est hissé dans le top 20 direct. Et chapitre 6 il était déjà premier. Et là tu fais mais attends, c'était une blague mais qui fait quoi? Enfin, moi ça m'a fait rire. Mais pour le coup pour moi c'était une blague. Moi je pense que les lecteurs à l'heure actuelle, les lecteurs qui sont sur les réseaux sociaux en tout cas, ils sont un petit peu dans la même position que les éditeurs. C'est que tout le monde cherche à savoir quelle est la nouvelle pépite, juste pour pouvoir dire après je vous l'avais dit avant, j'étais là avant et nanana. Mais du coup oui, je pense qu'il y a eu un mélange, je pense, d'humour, de même vraiment absurde, et en même temps de gens qui sûrement étaient déter en disant bah c'est vraiment un très bon chapitre. Mais là à part un accident d'internet on va dire. Non mais au début ils avaient juste le synopsis avec trois images de l'auteur. Ouais. Et là le mec fait waouh, nouveau Big Three, banger, enfin tu vois. Bah c'est pour ça que pour moi il y a une partie d'humour et il y a une partie de c'est un titre qui se tient, donc après qu'il fasse en fait c'est un titre qui se tient et donc qui a déjà sa place dans cette sélection. Mais avec la hype, regardez, nous les premiers on est allé vérifier aussi, tu vois, on est allé voir à quoi ça ressemblait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, moi tu vois, je suis pas du tout normalement de l'école à aller choper les premiers chapitres tu vois en amont avant que ça sorte en album, tu vois, et là sur celui-là j'avoue que je l'ai fait parce que je me suis dit bon quand même je vais aller voir de quoi ça parle ce mais truc. Pourquoi les gens font ça quoi? Mais voilà, qu'est-ce qu'il leur prend? Ils sont fous. Après, je pense que ce qui fonctionnait aussi, parce que tu vois, à la limite, si quelqu'un avait fait cette blague avec le chapitre 1 de j'en sais rien, putain, j'ai cité un titre vraiment totalement au hasard. Mais tu vois, un Corée qui a été chiné. Ouais, ou Corée qui a été chiné. Babel, tu vois, pire. un truc pas du tout. Non, mais Babel, à la limite, mais tu vois, un truc pas du tout explosif, époustouflant, ou tu vois, vraiment impressionnant. Je pense que ça aurait fait pchit quoi. Et là je pense que quand même ce qui fait que les gens y vont quand même et ont envie de vérifier la hype, c'est que oui, il y a quand même une espèce de séduction immédiate, un dessin très moderne et enfin tu vois, très dans les codes un peu modernes de shonen d'action qu'on aime bien et on a envie de voir quoi. On en reparle tout à l'heure. Kagurabachi, Buzz ou Futur Classique, c'est le titre de cette 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer Kagurabachi. Salut Robin, salut Cagnard, salut Johnny. Salut. Est-ce que vous aimez la vengeance? Oui. Ah, je pense que c'est peut-être un des genres que je préfère dans la littérature, le film. Mais j'en ai pas parlé la dernière fois justement pour les trucs de l'année là, les nouveaux trucs qu'on attend fortement. Mais un tiers des mangas c'est de la vengeance. En fait. Un tiers des histoires de la pop culture sont motivées par la vengeance. C'est les mêmes idées pour tout le monde quoi. C'est la vengeance en premier. Est-ce que vous réussissez à bien prononcer Kagurabachi? Ouais, j'ai eu du mal au début, c'est vrai que j'ai eu du mal, mais là maintenant ça va. Moi je dis Kagura. Ah, toi t'as supprimé les syllabes chiantes. Si vous nous découvrez seulement maintenant, merci d'être avec nous. La 5e de couve, c'est un podcast manga hebdo. Il y a toujours une émission qui va vous plaire. Franchement, c'est quasiment sûr. Scrollez un peu. Regardez, vous allez vous amuser. Si vous aimez ce qu'on fait, laissez un commentaire, une note, partagez les émissions et puis essayez de créer, je sais pas, une page Wikipédia.
Ou alors vous prenez des bouts de nos émissions puis vous dites ah la 5ème de couve a dit ça sur les pages des mangas. Je l'ai fait avant, quand je m'occupais du blog de la 5ème de couve, je me mettais sur Wikipédia, j'avais mon compte, je faisais en source la 5ème de couve. Et ça restait ou les gens ils supprimaient? Il y a des mecs qui supprimaient. Ça m'énerve. Oh les supprimateurs. Alors qu'on était les premiers sur les infos pour certaines choses et j'étais vraiment dégoûté. Je fais mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est les gens de quel podcast? Mais non, c'est pas des gens du podcast. C'est forcément des gens du podcast. Non, est-ce que t'as la liste de ceux qui... Ils se vendent. Après, c'est la thématique. Je pense qu'ils vérifient la fréquence à laquelle tu le fais. Si ça va trop vite, ils disent ouais, il y a un truc louche. Moi, je pense que c'est le Floodcast. On est trop proche d'eux. On est beaucoup trop proche. Mais donc, au-delà de la hype, est-ce que Kagurabachi a les épaules pour s'inscrire parmi les grands shonen d'action et d'aventure? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On parlera manga moderne, phénomène culturel, vengeance, pouvoir évidemment, puis on parle là dans un instant de l'univers de ce manga afin de vous le faire découvrir si vous ne l'avez pas encore lu. L'histoire, de quoi ça parle? C'est important ça aussi. Kagurabachi, ça se déroule dans un univers où la magie et la tradition des sabres enchantés façonnent un peu le destin de ceux qui les manient. Chihiro, il est le fils d'un célèbre maître forgeron. Il a grandi dans l'atelier de son père qui avait un talent de génie pour donc fabriquer des katanas au pouvoir unique. Des armes à la fois redoutables et, on va le découvrir, liées à leur porteur. Et la tranquillité de sa vie vole en éclats lorsque son père est brutalement assassiné. Voilà, premier point. Et que les fameux super sabres ultra puissants sont dérobés par un mystérieux groupe aux intentions néfastes. Rongé par la douleur et la colère, Chihiro décide donc de se venger et de récupérer les sabres perdus. Ellipse, hop, il grandit et sa quête le conduit à travers des lieux gangrénés par des luttes de pouvoir avec des clans criminels, des yakuza, des factions magiques. Chacun cherche à s'emparer des sabres pour renforcer son influence, avoir plus de pouvoir. Et ainsi, au fil de son périple et même dès le tome 1, Chihiro découvre que les œuvres de son père sont au cœur d'un conflit magique pouvant bouleverser tout l'équilibre des forces en présence. Pour avancer, il doit donc affronter des ennemis aux capacités extraordinaires et aussi affronter ses propres limites et ses dilemmes moraux imposés par la vengeance. Et à chaque étape, on en apprend davantage sur les mystères qui entourent ses armes enchantées, l'héritage de son père et le rôle qu'il va devoir jouer dans ce monde déchiré entre tradition et modernité. Non, entre tradition et destruction. Ah mince. J'avais pas dit ça. Tradistruction. Mais du coup, c'est pas un résumé que t'as fait là. Enfin, c'est le tome 1. C'est pas le tome 1, parce que sinon j'aurais parlé de Char. C'est vrai. Et oui, parce qu'il est pas tout seul. Il a un pote magicien avec un nom. Il a Char avec un nom qu'on retient. Pote magicien avec un nom qu'on retient moins. Et c'est vrai comment il s'appelle Hakuri. On en parlait en préparant cette émission avec Robin. Il y a beaucoup trop de noms japonais dans ça. Moi, j'avais envie de tout. Ça commence à être délicat de placer des phrases comme ça. J'avais envie de tout Olivier Tomisé, moi. Dans ce manga. Tu voulais dire Jean, Benoît. Ah ouais, Chihiro, Charlie. Allez, hop là. Napoléon. Non, mais parce que si avec les noms ça irait, mais les sabres, les pouvoirs, les organisations, les coups spéciaux, les coups spéciaux. Je suis un peu perdu, moi. Maintenant que vous le dites. C'est vrai. Mais alors toi, t'es fort en japonais, donc forcément. T'es fort en japonais, mais il n'y a pas de kanji. Eh bah oui, quand on est fort en japonais, on lit pas le roman J comme ça, toi. Très bien. Nous, on sait pas. L'univers, donc c'est un univers qui frappe assez fort dès le début. Je trouve qu'on a beaucoup de choses à dire tout de suite sur cet univers. On a beaucoup de choses à raconter, tu vois, même sans dévoiler quoi que ce soit du tome 1. J'ai quand même beaucoup d'éléments de récit à donner sur Kagurabachi avec donc des sabres enchantés et un style tradition naturelle, ensorcelé, enchanté. On dirait qu'on est dans Wings quand tu dis enchanté. Moi, ça me tue. C'est des épées avec des pouvoirs, c'est pareil. Non, parce le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour. C'est très important parce qu'en gros, on a affaire à des sorciers. C'est pour ça qu'on dit ensorcelé, parce qu'il y a toute une histoire de magie, etc., mais qui provient des sorciers. Si on met enchanté, ça fait un peu genre enchanteresse, c'est un truc genre bénéfique. Alors qu'au final, c'est pas moi qui ai fait l'erreur, c'est Maxime. C'est pas une erreur, c'est un choix de vocabulaire. Donc des sabres ensorcelés, merci. Si tu veux. Je dirais même plutôt des katanas que des sabres, si tu veux qu'on soit un peu précis. Eh ben, d'accord. Si je vous dis que cet univers repose sur une vision modernisée des récits de samouraï, vous me dites quoi? Avec de la fantaisie en plus?
Bah moi, alors je pense que c'est un peu ce qui a participé aussi à la hype dont on parlait en introduction. C'est un peu un produit d'appel parfait, tu vois, ce manga. Il y a tous les éléments du shonen et du Darkness et du manga un peu edgy que t'as déjà vu, tu vois, genre ouais, c'est le héros, il a un sabre de samouraï, mais en même temps il est habillé comme un mec de la pègre et il y a des pouvoirs magiques et tout, et on dirait que, et tu vois, genre vraiment tu vois, c'était marrant parce qu'à l'époque quand on avait présenté Spriggan, on disait il y a vraiment tout et n'importe quoi dans ce manga, et dans celui-là il y a un peu pareil, une espèce de symbiose très série B, très voilà, assez réjouissante quelque part, et je pense que c'est ce qui va tout de suite donner un accueil un peu favorable, que c'est un peu un manga que t'as envie de lire aussi pour ça, en disant mais comment le gars il a réussi à faire cohabiter tous ces univers dans un seul titre, quoi. Et moins what the fuck quand même que, oui, voilà, que Spriggan. Oui, évidemment, ouais. Bah après, il fait quand même appel à deux référentiels qu'on connaît assez bien, hein, qu'on soit lecteur de manga ou non. Mais t'as effectivement d'un côté les samouraïs et de l'autre côté, comme dit Robin, c'est les yakuza. Et bah en vrai, ça marche vachement bien. Tu sais, c'est à se demander comment il n'y avait pas eu vraiment de lien un peu plus direct plus tôt. Et du coup, évidemment, tu peux rajouter un petit peu de pouvoir magique là-dedans, ensorcelé. Et ouais, j'aime bien l'idée de l'appel d'offres parfait, tu sais, qui dès sa couverture, effectivement, cochait un petit peu toutes les cases. On a la modernité avec les habits, le côté pègre avec tous ces clans, enfin les clans qui vont s'affronter. Et bah évidemment, si il nous faut des katanas ensorcelés, tu vois, avec des pouvoirs magiques. Et plus que les katanas, finalement, c'est le rôle de la forge, parce que le concept de forger une arme, je trouve qu'il revient beaucoup dès le premier volume, et il reste même encore après. Ça fait vraiment le lien, je trouve, entre la vieille époque où on fait les choses avec nos mains et l'époque moderne où ils ont des téléphones portables et tout. Bah, là, je te suis un petit peu moins parce que c'est vrai que l'aspect forge m'a vachement intéressé au début et je trouvais que ça permettait un récit assez intimiste pour présenter l'auteur, le protagoniste et la relation qu'il a avec son père. Et malheureusement, dans les tomes un peu suivants, mais je pense que ça va arriver après, j'ai trouvé que ce côté justement forge manuel, c'est ce que tu forges, tu vois, ce que ça provoque et compagnie. Je trouve qu'il est un petit peu abandonné. Si tu veux, j'ai un peu l'impression que toute la partie avec son père, genre elle est dans le passé, tu vois. Enfin, c'est le cas, hein, elle est dans le passé, mais genre elle est dans le passé un peu médiéval. On a la forge et tout. Et après, t'as direct petit flash forward. Et bon, là maintenant, bah, les sabres sont faits, donc maintenant on les utilise, on les vend, c'est devenu des artefacts. Ouais, c'est un peu un truc quand on a fait l'émission de la semaine dernière avec les auditeurs où on parlait de Kaiju 8 et l'auditeur était un peu triste de se dire, tu sais. Le concept de base, c'est un prolo qui nettoie les carcasses social, et abandonné, et je trouve que Kagurabachi il tombe dans cet écueil. Moi je trouve que c'est une espèce de malédiction de tous les shonen modernes. Ils ont tous ce truc de putain, au départ il y avait une idée trop bien et en fait bon, au bout d'un moment c'est bon, enfin chez Deketsu faut y aller, faut faire de la bagarre et tout. Le fond social on verra plus tard, tu vois. Mais c'est vrai que ça crée finalement une scène d'introduction qui est très efficace et on comprend, enfin voilà, il y a vraiment et dans ce qui est raconté et dans ce que tu dis, cette tradition de faire les sabres et comment ça s'inscrit dans le lore de ce manga, quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai que c'est le chapitre 1 quoi. Après on n'en parle plus tellement quoi. Je trouve que ça revient quand même. Non, mais c'est évoquant dans ces dilemmes moraux et tout. Ça revient, le lieu revient, mais tu vois plus forcément la forge, tu vois plus. Tu le vois plus taper avec un marteau sur fini. Mais du coup, Cagnard, il a un ouais. peu raison, c'est qu'on a un peu mis ça au tout début, puis après on l'enlève. Et moi, je le vois pas tant en tant que faire un petit lien avec passé futur. C'est surtout, moi, je vois ça en tant que pause visuelle. Genre, tu te nettoies les rétines de toutes les éclaboussures de sang que tu as pris dans la face. Et du coup, d'autant plus que visuellement, en fait, les combats, toi, c'est très brut, c'est intense. Et donc, moi, vraiment, ce moment de forge, c'est le moment de pause, en fait. On t'a balancé du sang pendant 20 pages. Bon, allez, vas-y, pause maintenant, parce que là, t'as mal aux yeux. Donc, il faut qu'on se repose. Vraiment. Et ça vous rappelle pas Demon Slayer un peu ce début de manga ? Bah alors forcément pour le côté duel de sabre magique quoi, mais après non, je trouve un peu vengeance, tu vois. Ouais, mais je trouve que là pour le coup c'est un jugement purement esthétique, mais je trouve les deux mangas ont rien à voir. Donc enfin je trouve que tu vois Kagurabachi un truc beaucoup plus urbain. Beaucoup plus moderne, enfin c'est un peu con de dire même comme si ça, on ne s'est pas du tout placé, il y avait de plein d'époques différentes dans ce manga, évidemment, alors que Demon Slayer il avait une approche beaucoup plus naturaliste, tu vois, tout le début c'est vraiment la vie dans sa petite maison dans la neige et tout, enfin il y a un truc
qui pour le coup va beaucoup plus emprunter à certains codes du vrai récit de sabre et tout, là où Kagurabachi, à part ce côté forge effectivement un peu traditionnel entre guillemets, il va tout de suite passer à autre chose. Ouais, mais t'es quand même obligé de penser à Demon Slayer au début parce que tu vois les sorciers avec leur chapeau, tu vois l'ambiance qui est vraiment entre guillemets entre tradition et modernité, et pour moi on est tout de suite transporté dans la mouvance de Demon Slayer où après on change vite d'ambiance, hein. J'entends les premiers bras qui sont découpés et les jambes, c'est clair que c'est un peu plus loin que Demon Slayer, mais ça n'empêche que moi j'ai vraiment senti cette atmosphère Demon Slayer du début, mais qui se retrouve plus. J'ai plus pensé à Jujutsu Kaisen si je dois citer un manga récent qu'à Demon Slayer, si je dois être honnête. Okay. En termes d'ambiance quoi et de vibe. Et d'un point de vue développement de l'univers, ou la façon dont il est dévoilé, dont on découvre l'univers, un truc que j'ai trouvé intéressant, après est-ce que c'est vraiment bien ou pas je sais pas, mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est que ça se dévoile par petites touches, mais qu'on nous explique pas comment elle monte dès le début. Tu sais, il y a plein de mangas avec une espèce de triple page, quadruple page d'exposition. Là, on rentre dans l'histoire tout de suite. Ouais, alors moi on me dévoile des petits bouts d'univers. En fait, il y a des sorciers. En fait, il y a une petite fille qui a des pouvoirs de régénération, tout ça. Je suis d'accord. Et je pense qu'en vrai, c'est honnêtement, moi, ce que je trouve la vraie réussite de la série, elle est là-dedans. C'est que ce qui me tient, moi, c'est vraiment, j'ai envie de savoir parce que finalement, j'ai beaucoup trop de choses qui m'ont pas été expliquées. Mais par contre, le revers de la médaille, un peu, ce que je trouve, c'est qu'il veut peut en mettre beaucoup dès le tome 1 malgré tout, enfin il veut mettre beaucoup de hors-champ dès le tome 1, je sais pas si c'est très clair, mais en gros ce que je veux dire c'est qu'il pose plein d'éléments qui vont être constitutifs de son univers, et c'est un peu ce que je disais, le côté produit d'appel parfait. Il y a effectivement beaucoup de références, beaucoup d'esthétique, beaucoup de cultures qui vont se mélanger dans le titre, et du coup il est un peu obligé dès son tome 1 de placer plein de trucs, mais comme ça, la méthode qu'il a choisie c'est de pas expliquer tout de suite, ce que je trouve très bien, bah ça donne quand même au fond à ce tome 1 un truc un peu indigeste de mon point de vue, qui est que on m'a balancé quand même plein d'infos que je vais devoir un peu assimiler et tout. C'est généreux, mais pour moi c'est plus indigeste que généreux. Mais après je pense que c'est un dispositif qui a été mis en place pour plus tard quoi. Donc je mise un peu là-dessus, et après j'ai eu la chance l'occasion de lire les deux tomes suivants, et effectivement ça me rassure quand même oui, je commence à comprendre des trucs et tout, je comprends pas tout encore, et il y a quand même, j'ai encore certaines frustrations sur certains trucs, mais je t'ai vu arriver un arc appelé l'arc des enchères. Voilà, oui, bon, ça c'est cool, mais je trouve ça en fait c'est très ambitieux et c'est très casse-gueule à la fois, mais c'est ce qui rend le titre très intéressant, même si voilà, moi je trouve pas ça parfait, mais ça rend le titre quand même intéressant à analyser de ce point de vue. Ce côté-là, ça vous a pas donné envie de creuser ? Alors du coup je pense que moi je suis un petit peu comme Robin, c'est-à-dire que je trouve que c'est un tome 1 qui a des défauts. Alors effectivement on a eu la chance de pouvoir lire d'autres chapitres derrière, et je trouve que effectivement il se stabilise à un moment, il se stabilise pour moi au tome 3 on va dire, évidemment pour les auditeurs on va pas spoiler, mais quand il meurt quand tout le monde meurt et tout le monde revient à la vie, mais voilà, il y a ce truc qui est, je pense qu'il a souffert d'une petite facilité qui est, bon, vous connaissez les samouraïs, vous connaissez les yakuza, bon bah voilà, maintenant on avance, et je pense que justement il a pas été assez généreux dans son univers au début, et ce qui fait que pour moi en fait ça c'est le principal problème de ce début de série, c'est que ça a engendré d'autres problèmes de compréhension pour moi, qui ont fait que j'étais pas bien calé sur cet univers, mais du coup j'étais pas bien calé non plus sur les forces en puissance, parce que je comprenais pas vraiment. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu cette page d'explication, on va dire, très longue, où on va te dire c'est ça, c'est ça. Mais ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que vraiment, arrivé au tome 3, j'ai l'impression qu'il a fait une pause. Vraiment qu'il a fait une pause, et il s'est dit... Et là, il montre un truc précis, avec un univers précis qui va nous permettre de comprendre les forces en puissance. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un peu ce sentiment très fouillis dans les 2 premiers tomes. Alors du fouillis qui est bien fait, mais du fouillis qui était bon. Il faut miser un peu, comme Robin dit, il faut miser un petit peu sur la suite. Et on mise pas pour rien, vu qu'on a lu les tomes suivants, ça se passe bien après. Non, mais c'est aussi peut-être le moment où lui il met toute sa fougue, parce que il a commencé, il avait 23 ans je crois. Il a été publié. Non. Il a commencé à dessiner à 19 ans, il a été publié à 21 ans. Ouais, mais c'est le premier chapitre de Kagurabachi. Il avait 21 ans, c'est pas en 2023. C'était 2 ans après le Covid, il a signé Kagurabachi, c'était 21 ans quand ça a commencé. Il avait 21 ans en 2023 donc.
Donc il est de même- 2002. Il avait même 20 ans en 2023, parce que c'est en 2024 qu'il a eu 21 ans. Bon, moralité, 21 ou 23 ans, on peut excuser Oui, dans tous les cas Il est vrai. un récit Il est jeune. qui va très vite comme ça dès le début. C'était un débat technique. Désolé. Et à titre de comparaison, Oda, quand il a commencé One Piece, il avait 22 ans. Wow. C'était il y a presque 30 ans. Mais donc, les donc- gens sur internet avaient raison. Il est plus fort qu'Oda. Non, et donc ce que j'allais dire après ce débat, c'est que ça sent, tu sais, le Tanto qui l'a rattrapé en lui disant ok, bon là c'est très bien ce que tu fais, Ouais. ça marche bien, tout le monde dit que c'est le manga numéro 1 pour se moquer, mais en vrai c'est quand même bien et les gens le lisent et les gens continuent à le lire. On va se poser 2 minutes Ouais, voilà. et on va réexpliquer un peu, puis on va commencer. En fait, c'est la fin de son premier arc. Oui, c'est ça. d'intro, Le premier finalement. arc qui fait les 2 premiers tomes, je dirais. Bah ouais, moi l'univers qui se dévoile en petite touche intrigante. Bah, en vrai, je vais vous raconter ma vie, mais je l'ai pas dit au dernier podcast, mais après 5 mois de visionnage intense, j'avais refini Lost. Lost, c'est une série télé dont on parle Lost souvent. les disparus. Voilà, Lost les disparus. Et en vrai, sans mauvais jeu de mots, après avoir fini Lost, j'étais un peu perdu parce que en gros la série était finie. J'ai senti comme un grand vide vraiment en moi. Genre j'ai passé 5 mois de ma vie à tout reprendre et j'étais très content de la revoir, mais j'avais plus envie de rien, plus de voir de nouvelles séries, plus de voir de mangas. Enfin, bref, tout ça. Et de voir tous ces mystères, tous ces flashbacks permanents dans Kaguya-Barashi, ça m'a mis un peu de baume au cœur. Ça parce que je me remplit suis dit, ton c'est vide, un peu ça comme, remplit c'est un ton peu vide. comme Lost. J'aimerais relancer le débat. Il est né le 6 septembre 2000. Donc en août 2023, septembre Il avait 2023, quand le 23, chapitre est bah, sorti, il avait 23 Il ans. a menti sur son Mais- âge. Tout le monde fait ça. Mais il a gagné le 100e prix À 19 Tezuka ans, à 19 dans le Jump Giga à 21 ans. Mais attends, mais moi j'ai Ouais, pas, t'as j'ai pas ces 2 ans infos-là, de hein. décalage. J'ai pas compris. Après, du moi, je te coup, fais pas trop confiance sur les naissances en général. Il est plus fort ou moins fort qu'Oda du coup Ah, pas pareil. moins fort. Moins fort. Ah, Ok. d'un an. On verra ça dans 90 tomes. L'intro de le premier tome de Oda est bien meilleur pour moi. En termes de comment tu poses ton Non, ton parce qu'il y avait univers. Romance Je Down dirais que d'abord. Kaguya-Barashi est mieux dessiné. Oui, c'est ça, exactement. Et les bras sont le point commun, je ne dirais pas pourquoi. Dans ce manga, on a aussi un système de pouvoir qui a une vraie identité. Et quand on lit ce genre de récit du Jump, je trouve que c'est aussi ce qu'on cherche. Des pouvoirs qui vont nous étonner, nous surprendre, nous décontenancer, en l'occurrence. Mais le concept de ces épées ensorcelées, C'est bien. je trouve. Merci. Ouais, je trouve ça sympa. C'est pas totalement nouveau, mais le fait que ne serait-ce qu'il y ait toute l'histoire avec les poissons et tout, je sais pas, je trouve ça bien fait. Je trouve que il y a du potentiel pour développer tout un tas de choses après, pour l'améliorer, pour faire un mode ermite, pour faire tout ce qu'on veut. Ouais, alors moi j'ai un peu le même problème que juste ce qu'on disait avant, c'est que sur les pouvoirs c'est un peu le même, pour moi c'est un peu la même conclusion entre guillemets, c'est que je trouve ça objectivement cool, c'est-à-dire que graphiquement il y a des vraies trouvailles, il y a des vrais trucs, c'est stylé de voir des mecs se battre avec des sabres et de faire apparaître des poissons et tout, et enfin je veux dire, effectivement il y a des vraies idées et des vraies trouvailles de rupture et tout vis-à-vis de tout ça, mais j'ai un peu le même truc de je suis pas sûr de comprendre tout ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que les sabres, les sorts, avec des fois il dit un mot, il y a un pouvoir qui apparaît, il a 2 sabres en plus, je comprends plus trop quand est-ce qu'il en utilise un ou l'autre. Les sorciers, ils ont des pouvoirs, mais vraiment la plupart du temps je comprends rien à ce qu'ils font, mais vraiment et à la fois je C'est lis- Doro et Doro, les sorciers. Oui, c'est vrai qu'en plus je l'ai lu vraiment un peu en même temps. Tu vois, et The ça m'a- Witcher, ça m'a il fait a penser. 2 sabres aussi. Il y en a un qui se sert en argent pour tuer les monstres et l'autre qui Oui, se mais sert alors pour en les fait, humains. je pense que c'est une combinaison des noms japonais, de sabres, des mises en scène de combat où vraiment c'est quand même des fois un peu fouillé. En fait, on a un peu l'impression que lui, il veut amener à des images chocs et il sait les faire, tu vois, ça se voit. Il y a des moments où il fait des images qui sont vraiment trop stylées et tout. Et on sent que c'est ça qu'il veut faire. Il veut t'amener à cette image-là. Mais le chemin pour aller à cette image, pour moi, il est un petit peu compliqué. Et je trouve que, enfin vraiment, moi, les concepts des pouvoirs, je sais pas si vous êtes déjà capable de m'expliquer ce qui est le pouvoir des personnages principaux qu'on a vus et tout. Et moi, franchement, je suis. Moi, Je suis un peu il a 3 là. couleurs de poisson, et donc selon le poisson qu'il utilise, il y en a un qui est plus dans la protection, Ouais. l'autre qui va être dans mais la à la découpe. limite lui, Ouais. mais t'as
bah déjà le méchant, il a le même truc il a 4 pouvoirs dans son c'est sabre. les éclairs, avec Les éclairs, la glace et. ouais, je sais voilà. plus quoi. Après, t'as le mec qui fait apparaître des poupées qui explosent. Enfin, franchement, Oui, non, mais ça, vraiment, c'est un moi, je sorcier. trouve Le mec des poupées qui explosent, c'est un je sorcier. trouve qu'on a lu 3 tomes et il y a déjà 45 persos qui sont arrivés avec leur pouvoir où je capte rien. Et vraiment, je trouve qu'il y a un peu un côté. Je me dis, oh, franchement, c'est cool, mais vraiment, je suis un peu perdu. Quoi. On peut faire un guide, on peut déjà faire un Oui, guide. mais ouais, ça c'est le bon côté des sur choses. 3 tomes, tu peux déjà faire un guidebook. Je pense que t'as pas mis du tien en vrai. Moi, je pense qu'il a sorti son 2e sabre trop tôt. C'était trop tôt. Il fallait attendre un petit peu. Alors, le système des pouvoirs a été, pour le coup, un des repoussoirs que j'ai eu au niveau du titre. Parce que, effectivement, t'as raison. Ça rappelle Demon Slayer. Et en fait, moi, j'aime pas trop Demon Slayer. C'est pour ça que t'as pas participé à l'émission. Bah oui, c'est exactement pour ça. Mais d'ailleurs, j'ai tout fini cet été. Putain, bravo. Et du coup, ça m'a fait réaliser qu'en fait, moi, les titres avec des pouvoirs sur les sabres, je crois que c'est pas mon truc, parce que je crois que en fait ça Comme Samurai Deeper Kyo. bah oui, mais tu vois, Samurai Il y a des Deeper Kyo, lances. au début c'était clean, mais après au bout d'un moment ça prend trop de place les pouvoirs, et dans le découpage, dans la mise en scène, je trouve que tu te tires un peu une balle dans le pied avec ça. Et je suis Comme dans assez Bleach, tu d'accord. veux dire Mais Bleach, tu vois, c'est la même. Au début c'était un peu limité, et après ils ont sorti des parcs d'attractions de pouvoirs de sabre et tout. Mais bref, tout ça pour dire que à la base, je me suis dit, ouais, ça m'a l'air galère cette histoire quand même. Par contre, ce que j'ai remarqué, encore une fois, sur la suite, les tomes d'après, parce qu'on n'arrête pas de dire, il a des poissons. Je vous assure, c'est vraiment stylé. Et je sens par contre que à partir du tome 3, tu vois exactement ce dont Robin parle, que là il commence à savoir ce qu'il veut faire de ce pouvoir, et il commence à faire des mises en scène avec le héros, les petits poissons qui passent derrière et tout. Et là je me dis, là c'est plus recherché, là je crois qu'il commence à comprendre un peu les contours de ses pouvoirs, et du coup là c'est inclus dans la mise en scène, et là ça me parlait vraiment, genre limite le pouvoir sert la mise en scène, et ça me plaisait, alors qu'au début c'est flamme, tu vois. Je dis, ah bah oui mais on voit rien, vous êtes relou. Mais il fait pas de flamme. Putain, moi j'adore les poissons et j'adore les pouvoirs des épées. Oui, d'ailleurs, c'est pas une épée qui fait les flammes, c'est l'autre avec. Oui, c'est on voit vrai, plus tard. oui, c'est vrai. Non, mais Comme donc quoi, du c'est coup, très clair. il y a le lien avec l'épée aussi qui est important pour la façon dont il. Ah, le sabre, ouais. Ouais, avec le. Il va me piéger à chaque fois. Il y a le lien avec le katana. Ouais. Qui- Je suis sûr que c'est pas un katana parce que je pense qu'il est pas assez grand. Mais vas-y. On va pas s'arrêter là-dessus, hein. On n'est pas assez technique dans cette émission. Ouais. Le lien avec entre l'arme et l'humain qui fait qu'il peut s'en servir, un peu comme dans Hunter où le naine se forme un petit peu selon le personnage, etc. Et je trouve que j'ai l'impression que ça va dans ce sens-là aussi. Non, puis il y a aussi le sens il fait son combat et en fait il comprend quelque chose de l'affinité qu'il peut avoir avec son sabre par rapport aussi aux dégâts que l'autre fait ou comment il se développe. Et c'est là où justement Cagnard a remarqué. Raison. Non, c'est pas que t'as raison, mais c'est que t'as remarqué qu'il avait il avait augmenté son affinité avec son sabre, mais c'est justement parce qu'il a eu l'expérience du combat d'avant. Ah oui, Et sûrement, c'est ça qui fait- Ouais, mais pour revenir à ce que disait Max quand même sur le Nen et Hunter x Hunter, le Nen n'arrive pas à tome 1 dans Hunter x Hunter, ouais. et je pense qu'on a quand même ce temps d'appréhension de l'univers, des personnages et tout qui nous est offert quand même avant. Et le Nen arrive après, et du coup on a une espèce de progressivité dans la découverte des choses qui fait que ça nous fait accepter, adhérer ou non au phénomène du Nen et tout ça, et à sa complexité. Et encore qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'y adhèrent pas parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. Et C'est lui- trop compliqué. Et lui, Je comprends rien. et lui on a un peu l'impression qu'il veut effectivement aller dans cette espèce d'héritage et tout, mais il veut tout foutre dès le début, quoi. Mais Et- j'ai une et théorie à ce sujet. Et c'est pour moi c'est quand même un vrai gap à passer. Alors après je pense qu'encore une fois la qualité globale et voilà le sens du dessin et du souffle de cet auteur emporte le truc, donc finalement on y va, tu vois. Mais je pense pour moi il y a quand même un petit problème de structure. Je vous donne ma théorie tout à l'heure. T'as Non. utilisé le mot héritage. Là aussi, on a encore l'héritage entre Attends, tu l'épée. veux pas donner maintenant? Moi, j'avais un autre truc. Ma théorie. Bah oui. Ah, tu veux ma théorie? Oui, Alors, ma parce que moi, théorie, je vais c'est rebondir que dessus. Demon Slayer, My Hero Academia, Naruto, vous prenez tous ces mangas, il y a un moment donné où le personnage est à l'hôpital, il a eu une grosse galère, il s'est bien bastonné. On est au tome 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Là, c'est tome 1. Oui. Il commence son manga au tome 15 dans Kagurabachi. En fait, on dit Babel, c'était le tome -2, puis le tome 1 était le tome -2, le tome 1 était le -1, le tome 3 est le tome 0, le tome 4 est le tome 1. Là, on commence au tome 15. Franchement, j'adhère un peu à ta théorie. Parce que, effectivement, moi, je trouve que cet auteur, il est un peu fou. Enfin, il est plus fou que les autres. Avant, on est vraiment aujourd'hui, on est dans le. Faut aller vite, quoi. Faut aller vraiment vite. Les nouveaux mangas, voilà, on met le tournoi direct ou alors on passe, etc. Et je pensais que c'était le maximum qu'on pouvait faire. Lui, il a trouvé un nouveau truc. C'est-à-dire qu'on lance des combats et on les finit pas. On fait une ellipse de fou et on avance encore plus vite. Et après, même les combats qui sont rapides, ils sont encore plus rapides. C'est 12 secondes. 12 secondes, les gars, le combat. Bah, attends, il fait 2 chapitres, le combat de 12 secondes. 12 secondes, mais par contre, toi, moi, je cours le 100 mètres en 11 secondes 25. Donc, autant te dire que c'est pratiquement le temps que je fais pour faire le combat. Mais non, mais en vrai, il a trouvé un truc avec cette histoire de flashback et il s'y tient. Parce que moi, j'ai lu à peu près 5-6 tomes. Il le fait tout le temps. Tout le temps, le truc Pas de au flashback. début, pas au début. Non, mais après, ici, à chaque fois. Et je tiens juste aussi à faire un petit fact-checking. Il court en moins de 12 secondes le 100 mètres et il y a plusieurs années, pas aujourd'hui. Alors, on peut essayer plus tard. Je ferai Allez, un truc au bar. Encore une fois, moi je te crois, c'est Maxime qui te met au défi. L'entraînement, il est passé où son entraînement? Quand Il n'y a est-ce qu'on pas a d'entraînement, Maxime, il n'y a pas le temps. Parce qu'il y a une ellipse de 3 ans et c'est sûr qu'il va y revenir. Il va y revenir justement. C'est un encore classique nouveau flashback. Jumpesque Un l'entraînement nouveau là. Il flashback. faut un truc, il faut quelque chose quoi. Non, mais moi, tu vois, disons que ça conforte ma propre théorie qui est, enfin, c'est pas une théorie, c'est que je pense que c'est un auteur qui s'affine au fur et à mesure des tomes, vraiment que ça soit en termes de mise en scène, de scénario qu'il va décider de poser et tout. Je pense que c'est vraiment un titre qui allait trop vite au début. Et attention, les titres qui vont trop vite au début, tu vois, ce clin d'œil, Jujutsu Kaisen, tu vois, ça allait très vite, c'était cool, et c'est quand même devenu un peu le bordel après. Mais là, je trouve qu'il a pris, voilà, encore une fois, au tome 3, je trouve qu'il met le bon coup de frein qui est nécessaire. Et c'était un truc que j'avais remarqué aussi, je me disais, il y a vraiment très peu de flashbacks là, il y a le flashback avec son père, on y revient quelques petites fois, mais je me disais, il y a des nouveaux persos qui arrivent, et toujours pas de flashback, alors que normalement dès qu'il y a un nouveau perso qui arrive, tu vois toute la partie héritage entre le rôle du 7ème sabre ensorcelé, entre entre les autres personnages qui eux aussi vont chaque sabre va avoir son porteur. Donc on va aussi découvrir d'où ils viennent, pourquoi, comment ça va. Bah, c'est la logique des choses en tout cas, même si on ne le voit pas forcément encore là, mais c'est la logique des choses. Toi, t'es dans les flashbacks d'il y a 3 ans avec son père, mais il y a des flashbacks de 10 secondes. En fait, oui, non, mais ça, c'est un oui, flashback et il le fait tout le temps des flashbacks comme ça. C'est plus de la mise en scène pour moi qu'un flashback avec des datas, tu vois, des infos que tu vas apprendre. En fait, je pense qu'il est, et du coup, ça m'étonne pas finalement que l'auteur soit relativement jeune, mais je pense pour moi, l'auteur, il est encore un peu inondé par ses références. Ouais. Je les vois, quoi, tu vois, genre. Je vois du Hunter, je vois du Bleach, je vois du Chainsaw Man, je vois du Bleach, je vois du tout ce que tu veux. Mais du coup, il est un peu à vouloir piocher tout ce qu'il a trouvé cool. Enfin, c'est un peu la théorie que je me fais, je sais pas du tout si c'est ça, mais j'ai un peu l'impression qu'il a voulu piocher tout ce qui était cool dans tous ces mangas qu'il aime. Et en vrai, il crée des vrais instantanés cool, tu vois. Genre vraiment, il y a vraiment des scènes et des trouvailles de séquences qui sont vraiment géniales et tout. Et même en termes de pure mise en scène, de dessin et tout. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment le liant de tout ça. Parce qu'à un moment donné, voilà, t'oublies pas que t'es dans le jump et que tes lecteurs, ils attendent aussi quand même une espèce de progressivité, un truc qui fait que ils comprennent ce qui se passe, ils comprennent. Effectivement, on a compris l'enjeu du personnage principal, c'est cette vengeance ou quoi. Mais par contre, je trouve que en termes de ton, je pense qu'il est encore un peu en train de chercher vraiment ce qu'il veut faire. Alors, même s'il y a des moments où c'est vraiment assumé, par exemple, faut vous attacher à personne dans ce manga. Ouais. Et je trouve que c'est assumé, tu vois, malgré tout, avec des forces, des personnages qui ont des forces vraiment démesurées, des pouvoirs démesurés, par rapport à d'autres qui sont censés déjà être balèzes. Mais tu vois, pour moi, il fait un peu intervenir. Alors oui, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'il fait intervenir très tôt dans le récit un bad guy de dark tardif, tu vois. Ouais. Genre vraiment le premier méchant qui arrive, Sojo, je crois il s'appelle. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Sojo. Bah, il joue aux Zabuza, quoi. Ouais, le mec, il est. Ouais, mais Zabuza, tu vois, la destinée de Zabuza est pas celle de Sojo, tu vois. Là, il fait venir un mec qui est beaucoup trop fort pour ce qu'on est censé attendre à ce moment-là, ou alors la résolution de Sojo devrait pas être réglée par le héros à ce moment-là de l'histoire, tu vois. Et là, je trouve qu'il y a un truc, du coup. Une fois que ce personnage vraiment arrive,
il crée vraiment une espèce de déséquilibre pour moi sur ce que tu t'attends à lire ou pas après. Alors après, ça peut mais être ça met de la tension. Ça peut être une force parce qu'effectivement, du coup, on va être aussi sur mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer maintenant, ça va être qui les prochains méchants, parce que tout ça est réglé beaucoup trop vite, qu'est-ce qui s'est passé, et en même temps, il y a plein d'autres choses très cool, voilà, cette fameuse organisation gouvernementale, enfin pas gouvernementale, je sais plus trop d'ailleurs. Bah oui, c'est un peu ça le problème. Mais voilà, tout ça, c'est des codes qu'on aime et c'est cool de voir ces mecs arriver, ces gars, voilà. Enfin, tu sais, on les connaît, quoi. Les lieutenants de l'agence gouvernementale qui sont super balèzes. Enfin, tu sais, c'est super, tout ça, c'est super, on adore. Mais voilà, moi, c'est plus ça que j'ai envie de découvrir que finalement, ça va être qui le prochain bad guy, parce qu'il m'en a déjà mis un trop balèze dès le début et voilà, et ça a été réglé trop vite. Et je crois qu'en interview, il avait expliqué qu'à la base, ce personnage qui arrive donc dans le tome 1 et dans le premier arc, finalement, donc des 2 premiers tomes, ça devait être 2 personnages et puis finalement il les a fusionnés. Voilà. Mais je suis assez d'accord, ça, je pense ça a fait partie des petites problématiques que j'ai eues sur les 2 premiers tomes, c'est les échelles de puissance. Effectivement, ce perso arrive et tout est montré de manière à ce que le lecteur comprenne qu'il est super balèze et que on démarre avec un gros fight quand même. Et quand cet arc se termine et qu'il y a littéralement la phrase oui mais c'était du menu fretin, j'étais là, ça c'est un aveu d'échec par contre. Ça c'est un vrai aveu d'échec de faute de débutant, de dire tu peux pas faire un combat comme ça et dire non mais attendez, ça c'était que du menu fretin. Je dis, non, ça aussi sur les échelles de puissance, faut le doser, faut doser un petit peu, et là je pense que c'est un peu mal dosé parce qu'il y a des phrases qui sont dites pour te donner un peu des indications de qui est puissant ou autre, mais pour le moment tout ça reste très vague. Mais encore une fois, à partir du tome 3, je trouve qu'on remet un petit peu toutes les choses à plat. T'as des persos qui sont faibles, mais tu comprends que évidemment ça va progresser. T'as des persos qui sont super forts qu'on n'a pas vu entrer en scène encore. C'est ça, ils sont là, ils regardent littéralement, c'est ce qui se passe dans le manga. Et du coup ça aussi, pour moi ça a fait partie des trucs, faut affiner un peu. J'ai l'impression de remplir un bulletin scolaire, je suis désolé, affiner n'est pas assez concentré. Tu vas mettre une note. Chihiro finalement il est, même s'il est plus âgé que beaucoup de mangas du Jump, enfin que de héros de beaucoup de mangas du Jump, 18 ans. Il est finalement qu'au début de sa carrière de super-héros et de personnage principal. Donc il faut aussi qu'il progresse et qu'il avance. Bon, c'est surtout un anti-héros parce que lui il veut juste se venger. Alors, justement, est-ce que c'est un simple vengeur? Est-ce que Chihiro il est juste là, il veut se venger, un point, c'est tout? Il est assez dur à cerner en fait. Après, c'est aussi ce qui peut le rendre intéressant, mais c'est vrai que oui, il a les atours d'un héros habité par la vengeance. Il a une cicatrice. Enfin, c'est vraiment le truc. Il a tout ce qui coche aussi toutes les cases et tout. Mais après, finalement, dans son évolution, les personnages qu'il rencontre, puis en plus souvent les personnages qu'il rencontre veulent faire de lui un protecteur, alors que c'est pas du tout ce qu'il veut faire à la base. Et donc il y a moyen qu'il devienne beaucoup plus intéressant que pour l'instant il a l'air, tu vois, parce qu'il est encore une fois assez dur à cerner. Après, je pense que moi, ce sur quoi je mise un peu aussi, c'est que finalement, justement, on parlait de phase d'entraînement et tout. Il y a une énorme ellipse sur Chihiro, tu vois. On sait pas trop ce qu'il a fait entre le moment où son père est mort et quand il est revenu avec sa cicatrice. Ouais, c'est ça. Et peut-être que s'il est aussi froid et voilà, dès le début, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Et ça manque de flashback. Ça va nous être raconté. Je suppose. Moi, tome 15. J'ai lu que jusqu'au tome 3, mais je suppose que tout ça va nous être raconté. Alors, vu que je parlais de référence, est-ce qu'il va nous faire une berserk qui est genre allez, maintenant je vous fais 4 tomes sur le passé? C'est un peu à ça que ça m'a fait penser. Je sais pas, mais en tout cas, mais ça c'est un hors-champ qui va être intéressant à explorer. On va devoir exploiter aussi. Tu sais, comme l'arc vilain dans My Hero Academia, on fait vraiment une vraie pause sur les héros à ce moment-là. C'est moderne finalement. Oui, c'est moderne. Après, le fait est que le titre est annoncé comme un récit de vengeance, et il s'avère que ça aussi, moi, ça m'a semblé un petit peu confus, tu vois. On part d'un récit de vengeance. Le récit de vengeance, on est d'accord que c'est un récit plutôt adulte, tu vois, où le mec va normalement remonter toute une chaîne de commandements pour retrouver l'assassin de son père et le tuer. En fait, très vite, ou de son chien, en fonction de l'époque, on va dire. Et là, en fait, très rapidement, tu pars sur une collecte de sabres. Il va récupérer les sabres de son père, et du coup ça aussi ça fait partie du fait que j'étais un petit peu paumé dans le véritable objectif du héros. Et ça aussi, je vais le répéter non-stop, mais je trouve que ça se cale aussi à partir du tome 3 où tu comprends,
En fait, de toute façon, les deux vont être liés, évidemment. Et on va beaucoup plus se concentrer sur les sabres. Parce que comme tu dis, les sabres sont vecteurs de mystère au niveau des pouvoirs, au niveau des personnages, donc tu peux dérouler plein de trucs. Alors qu'une fois qu'il venge son père, ça y est, c'est terminé, tu peux rien faire. Enfin, tu peux faire d'autres trucs, mais tu lui donnes la fin de sa quête. Donc ça aussi, 13... doit faire des efforts, mais franchement, des très bonnes capacités. 13 sur 20. Okay. Ah oui, tu vois, ça marche sur ton. Non, parce que toi, tu vas trouver que ça marche pas, mais Tanjiro aussi, là, cette vengeance en tête depuis le début. Puis finalement, ça se fait. Sa volonté de sauver le monde dépasse son envie de vengeance. Et là, je pense que c'est dans l'esprit de ce manga. Mais Tanjiro, je suis pas sûr. Non, vas-y, Joe. Non, pour le coup, je suis pas sûr que sa volonté de sauver le monde dépasse celui de faire sa vengeance. Pour moi, il veut vraiment venger son père. On le voit au fil des tomes. Il rencontre plusieurs fois justement les. En fait, son atout principal, c'est récupérer les sabres ensorcelés parce qu'il veut. Comment dire ? Il veut remonter la piste. Non. Il veut surtout prouver au monde et à lui-même que la morale de son père, c'est la bonne, qui est que les sabres doivent être utilisés pour faire le bien. C'est ça qu'il veut dire. Et pour ça, il supporte pas que les gens qui fassent le mal récupèrent les sabres. Sauf qu'il va bien sûr découvrir des trucs au fil du temps. Oui, puisque c'est des sabres qui ont servi à arrêter une guerre. Donc forcément, on n'arrête pas une guerre. Voilà, ça aussi, gros flashback. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la guerre. On ne sait pas qui a tué qui. Mais surtout, a priori, les sorciers sont censés être méchants. Les sorciers de l'organisation Isaku sont censés être méchants. Mais on va bien découvrir sûrement que c'est pas le cas. Et donc, ça a retenu tous les noms. Bah oui, parce moi, je sais que pas de qui parle. moi, je fais ça depuis une semaine. Je fais que ça. Je fais que lire. J'ai fini Lost, il fallait faire quelque chose. Mais non, mais pour moi, chercher les sabres est juste le début de comment arriver à assouvir sa vengeance, qui est de tuer les 3 personnes qui ont tué son père. C'est ça son but ultime. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis, dans tous les cas, ils sont intrinsèquement liés, ces deux objectifs. Et d'ailleurs, tu vois très rapidement que dans la suite, son père, c'est pas qu'il revient de moins en moins, mais c'est plus les sabres qui parce que encore une fois, on a envie de savoir ce qui se passe. Enfin, on a envie de voir à quoi il ressemble. Évidemment. On a envie de voir s'il y a des autres poissons, s'il y a autre chose s'il y a un sabre. Il y a que 3 poissons. C'est un poulpe qui va apparaître. On sait pas, tu vois. Tout peut t'arriver quand tu lis le tome 1. Tu sais pas ce qui peut arriver. Alors moi, j'ai une théorie j'ai une autre théorie sur les sabres. Je vous la donne. Je l'ai donnée dans une autre émission que j'ai faite avec Julie, qui expliquait donc que les poissons ont une signification. Alors, elle l'a très bien expliqué dans cette autre émission qu'on a fait pour Kana. Et toi, tu vas très mal le faire. Et moi, du coup, je vais le faire en accéléré. Il y a un noir, un rouge. Les poissons ont un sens. Il y a une légende qui est reliée aux poissons. Et donc. Bien sûr que les poissons ont un sens. Bien sûr. Et il y a la tête, il y a la queue. Ah oui. Il y a un sens. Il y a une légende et tout ça, et donc le poisson se transforme en dragon. Et donc moi, ma théorie, tu vois, Magikarp Léviator. D'accord, mais c'est ça. Exactement. Magikarp Léviator. Et donc moi, mon truc, c'est que le mode ermite ou le Super Saiyan les 3 poissons fusionnent. Il va se transformer en dragon. Il va être mi-homme, mi-dragon, avec une épée qui envoie un gros de Nishikuro. Son sabre va envoyer un dragon. Ouais, ou son sabre envoie un dragon. Non, il va devenir un dragon parce que t'as pas lu Nishiki, toi. Tu sais pas ce que c'est, Nishiki? Non. Bah, explique-lui. Moi, j'ai lu des Demon Slayer, j'en ai vu des trucs sortir de sabre. Non, il recouvre l'énergie du sabre sur lui-même. Du coup, il va devenir un dragon. Ok, d'accord. Alors moi, c'est ma théorie. Ouais. Non, mais bonne théorie. Bonne théorie. Poisson dragon. Poisson dragon. Dragon marin. Loch Ness. Loch Ness, le Pokémon. On revient sur Pokémon, attention. Beaucoup de digressions dans cette émission. Beaucoup de références dans ce manga également. Alors je sais pas s'il y a des références Pokémon, mais il y a des références. Absolument tout. Cinéma, Hollywood, tous les films. Il a dit qu'il était fan de John Wick et de Kill Bill. Et effectivement, comme c'est un récit de vengeance. Ah, c'est cité, hein. Non, mais tu le vois clairement. Déjà, quand il est avec son costume, tu fais John Wick est là. Ouais, et puis phénomène culturel, il va prendre tout ce qu'on aime nous dans nos générations. Après c'est un peu marrant parce que Kill Bill, pour citer Kill Bill, est lui-même une référence à des films japonais et tout, donc on est sur une espèce de boucle infernale, mais évidemment la scène de la forge et tout, ça fait penser à Hattori Hanzo, la scène avec il y a eu un moment l'héroïne. Quand il est au milieu des portes, en fait il est dans une lumière et tout autour c'est des trucs noirs, et franchement moi j'ai vu Matrix. Après moi j'ai vu du Matrix à plein de tout le monde verra ce qu'il veut, mais son film préféré. Clairement j'ai vu Matrix. Voilà. C'est son film préféré, et il a fait une interview à Japan Expo cet été quand ils ont annoncé le manga. Il expliquait qu'il était évidemment un grand fan de Tarantino et qu'en ce moment il regardait en boucle Inglourious Bastard.
Putain. Donc Putain, c'était l'été dernier, donc on devait être, je sais pas, au tome 4, quoi, à peu près. C'est fou parce que j'ai vraiment rien ressenti de tarantinesque dans ce titre. Enfin, tu sais, si c'est qu'ils aient des katanas, je vois, si, mais... Kill Bill, parce qu'il pareil, Bon, la scène derrière les paravents quand elle se bat et que t'as les ombres et tout. Enfin, c'est pas vraiment la même scène parce que lui, il cadre plutôt au niveau des pieds et tout, mais tu sens qu'il y a quand même des trucs. Après, moi, j'espère qu'il a vu vraiment les 3 Matrix. Parce que j'ai appris cette le semaine. 4e aussi. Hein. Non, alors ça, c'est. Bah, Non, mais alors, il y a une fille au taf, je lui ai fait t'as vu Matrix, c'est cool, ouais. Et le 2 ou 3, alors, à fond, il y a un 2 et un 3 Attends, tu rigoles, t'as vu Matrix? Ouais, Mais je pense que pour Inglourious, je rebondis pardon sur Vas-y. Inglourious Bastard. Alors j'ai du mal à voir la ref, mais là où je peux peut-être comprendre, c'est il a quand même ce que je disais, il a quand même un sens de. On a l'impression que lui, ce qu'il veut, c'est nous amener à une scène un peu climax, tu vois, genre. Qu'il a prévu déjà en amont. Que ce soit dans les scènes de baston, que ce soit dans les scènes juste de narration, de dialogue et tout. Et Inglourious Bastard, c'est vraiment le film de référence là-dessus. C'est qu'un film où c'est des scénettes d'une tension qui monte et à un moment donné la scène explose, tu vois. Et donc je pense que c'est ça peut-être qu'il. Et même, on va parler à mot couvert pour pas spoiler, mais dans le tome 2, à un moment donné, il y a une rupture scénaristique dans un combat où on les voit pas combattre, mais on les voit discuter pendant ce combat. Mais c'est juste une projection, une image. Bah ça aussi, je trouve que c'est un peu, ça fait très cinéma, ça fait très chose qu'on voit pas habituellement dans ce genre de manga. Ah non, mais moi je persiste ici, je vois rien de tarantinesque là-dedans, si ce n'est que comme l'héroïne de Kill Bill, il est là pour se venger, tu vois, mais sinon Mais dans le découpage, dans la mise en scène, tu vois pas un film. Dans les dialogues, pas du tout, ça on est bien d'accord. Mais après, non, mais je l'ai pas vu, mais enfin, de toute façon, c'est lui qui a raison. C'est lui qui dit qu'il met du Tarantino dedans. Non, mais raison, en tout cas, la question, c'est pourquoi tu le vois pas. Moi, je l'ai pas vu. Oui, mais pourquoi tu le vois pas? Pour toi, il y a pas de. Non, mais il y a pas de mise en scène particulière. Revenons à plus jeune dans ta vie. Alors, Cagnard. Pourquoi je le vois pas? Est-ce que t'as tes lunettes quand tu le lis? Non, mais je sais pas, je l'ai pas vu. Par contre, je trouve que c'est vrai que par rapport à tout ce dont on discute, mais ce que je disais aussi un peu tout à l'heure, je pense que finalement, ce qui est son principal, ce que moi j'ai jugé comme le principal inconvénient de ce manga, c'est son côté un peu indigeste, on va dire, en tout cas sur les 2 premiers tomes. Mais c'est aussi finalement son atout, parce que c'est vrai que c'est un mangaka qui se laisse jamais tranquille en termes d'idées, de mise en scène et de comment je peux retravailler ce motif de shonen que tout le monde connaît, mais je vais l'amener. Tu vois, genre je parlais de Sojo et quand il arrive, il y a une scène. Et c'est peut-être le moment où justement tu te dis putain, Sojo est trop balèze, et du coup c'est la scène où justement il rencontre l'équipe gouvernementale, je vais l'appeler comme ça parce que vraiment j'ai plus du tout aucun terme, mais et en gros ils réfléchissent ensemble à la stratégie à adopter pour battre Sojo, tu vois, et donc lui il en parle avant avec eux, parce qu'il dit oui, moi je connais les pouvoirs de son sabre et tout. Et cette scène elle est vraiment d'un point de vue de mise en scène pure de baston et de rythme, elle est trop cool, tu vois, genre vraiment tu vois l'équipe se battre contre Sojo, ils ont le plan du héros qui leur explique les trucs en montage alterné et tout. Ça, c'est ultra cool, tu vois. Et genre vraiment, sauf que tu te dis, mais en fait, mec, cette scène-là, et elle est objectivement très cool, mais t'avais besoin de la mettre là dès je sais plus si c'est dans le tome 1, mais je crois que c'est dans le tome 1 ou le tome 2, je sais plus. Et je me dis, c'est con, parce que franchement, ça se trouve, elle aurait été mieux amenée. Ma théorie qu'il a commencé au tome 15. Mais il a plus le temps. En fait, il a plus le temps. Et vraiment, je pense que c'est ça qui fait qu'au final, t'as quand même envie de continuer en disant, ah là là, quand même, il y a un truc, qu'est-ce qu'il va nous trouver après et tout. Mais voilà, est-ce que c'est une forme d'immaturité ou de jeunesse ou d'espèce de fougue de jeunesse? Ouais, ou l'envie de faire autre chose, quoi. Voilà. Et ce qui est assez impressionnant dans cette séquence, c'est qu'effectivement on est plus sur des codes en plus de films de casse, où ils pensent à toutes les éventualités et tout. Et je me suis demandé s'il y avait d'autres mangaka, tu vois, qui avaient utilisé ce truc. Et ça m'a fait penser à Ajin, pour le coup, qui, tu sais, ils ont des plans surdéveloppés, plusieurs coups d'avance. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé cette séquence, parce qu'elle apportait un truc assez nouveau dans du duel, on va dire, de samouraï, et dans du shonen neketsu. C'est ça. Du coup, c'est pour ça que ce manga, j'ai l'air d'en parler de manière assez négative, mais il y a vraiment tous les ingrédients qui sont bien dedans. C'est juste que là, le dosage, il était pas génial, mais vraiment quand tu vois les bribes comme ça de coups de génie, je trouve qu'il a, ça te donne forcément envie de dire non, mais il se passe un truc avec ce titre, il y a un truc. Ouais, mais on en revient un peu au début de l'émission finalement. Est-ce que même toute cette énergie
l'énergie qu'on a vue à la lecture du premier des premiers tomes, on la ressent pas un peu finalement dans le visage, l'image, le dessin du personnage qui a créé ce buzz et qui a donné envie à tout le monde de dire meilleur manga de l'année que j'ai pas lu, enfin, de l'histoire du monde. Est-ce que c'est pas aussi tout ça qui a participé à cette hype? Bah, il y a on parle du regard du personnage, quoi, vraiment de son visage et tout. Bah, ça pour moi c'est aussi une des rêves pop qu'il utilise. Tu sais, on est passé par Saitama, par Mob Psycho, enfin le héros qui a l'air un peu blasé, sauf que lui il est pas du tout blasé. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a pas spécialement aidé à rentrer dans le récit, parce que qu'il ait pas de regard ténébreux pendant les moments épiques, mais qu'il est celui de RN. Mais là, en fait là il a toujours ce même regard à moitié blasé, à moitié ténébreux. Et ouais, mais c'est la même. J'ai eu un peu de mal. En fait, j'aimerais bien le voir avoir une autre. Ouais, mais je pense que tu l'auras pas. Je sais pas. Si tu l'auras, je sais pas. Plus tard, il faudra bien faire un point de rupture chez ce perso à un moment, et peut-être que c'est le moment où il ouvrira en grand les yeux, tu vois. Au tome 0, je pense. Mais pour l'instant, disons que pour le moment, je ne sais pas à quoi sert tu vois, c'est pas fait pour créer un décalage humoristique a priori. Du coup, je ne sais pas à quoi sert ce tempérament là actuel. Enfin, c'est pas du tempérament, c'est plus. Mais non, mais c'est son tempérament, c'est qu'il est fixé sur son objectif principal. Ah, mais il a pas l'air déter de ouf, il a l'air moitié déter, moitié tranquille. Moi, je pense que c'est pour lui donner du flow, quoi. Genre, c'est un peu un titre quand même, et c'est ça qui a créé la hype. C'est un titre, tu sais, un peu edgy, quoi. Genre, c'est dark et tout. Le gars, il a des sabres, il découpe des bras et tout. Et vraiment, mais est-ce que l'histoire peut dépasser ça? Tout l'enrobage, bah moi, je lui souhaite en tout cas. Je pense que pour l'instant, moi, elle est là où j'en suis. J'ai envie de continuer, parce qu'encore une fois, il y a vraiment une patte d'un auteur qu'on a envie de suivre. Mais par contre, ouais, je suis très curieux de savoir ce qu'il va faire de ça, et ce qu'il va pas s'empêtrer dans. En fait, c'est vraiment un manga qui est à la lisière de la posture tout le temps, tu vois. Genre, il est en train de faire des trucs où tu te dis, en fait, t'as voulu faire ça parce que tu trouvais ça cool, mais qu'est-ce que tu veux nous raconter vraiment? Et pour l'instant, j'arrive pas trop à savoir, mais il est toujours un peu à la frontière des deux. Là où, moi, si je devais le comparer à un mangaka récent qui pouvait être un peu à cette frontière, même si c'est pas tout à fait pareil, mais c'est Fujimoto, tu vois. Genre, moi, je trouve que Fujimoto, à la limite, l'avantage qu'on avait avec lui, c'est qu'on l'a pas découvert via un titre du Jump, tu vois. On l'a découvert d'abord, on a pu un peu se familiariser avec lui et son univers un peu fou. C'est qui cette espèce de barge et tout là? Et du coup, quand tu t'arrives dans Chainsaw, tu bah ouais, voilà, les mecs ont des pouvoirs, t'es pas sûr de comprendre tout, mais tu te dis, c'est trop bien, c'est trop cool, il y a du génie, tu vois. Lui, il arrive direct dans la sauce de ça y est, quoi, il faut que je fasse un titre du Jump et tout, et donc toutes les semaines, je dois tomber mes chapitres. Et là, vraiment, pour le coup, chapeau, parce que en termes de dessin, arriver à tenir cette qualité sur un rythme hebdomadaire, c'est assez impressionnant. Mais lui, ouais, je pense que ça me fait un peu peur pour lui, quoi, qu'il se fasse bouffer par la machine Jump dès le début, alors qu'on aurait peut-être pu. Voilà, je sais pas. Le laisser se développer un peu. Le laisser un petit peu prendre son envol différemment. Ceci dit, il a gagné le prix Tezuka à 21 ans, il a commencé à 23, il a eu 2 ans pour se préparer. Et je pense que son éditeur a complètement raison de mettre la main tout de suite sur un mec aussi doué, tu vois, c'est sûr. Mais ouais, ça me fait un peu peur en fait. L'esthétique, vous la trouvez comment? Le style visuel un peu sombre de manière globale, l'absence de décor sur certaines pages, l'absence de trame même sur d'autres? Rien de nouveau pour le moment, on est dans des standards vraiment sombres, récits modernes, urbains comme disait Robin. Et pour l'instant, rien de sensationnel, mais par contre une mise en scène qui est vraiment forte. On l'a répété plusieurs fois, tu sens que vraiment il a ces séquences qu'il a en tête et il les veut. Et encore une fois, pour moi, enfin, par le dessin devra passer le récit aussi. Si tu veux que je m'inquiète pour tes personnages ou que je crois à leur souffrance... Ah, tu veux une expression faciale, toi. Non, justement, il me faut du background pour les persos, il faut que je puisse comprendre qui ils sont, pourquoi ils souffrent, parce qu'ils vont souffrir évidemment. Mais pour l'instant, disons que je le trouve régular Cara Design et très fort en mise en scène, quoi. Et t'as pas vu ses potes qui y arrivent après? T'es arrivé à quel tome? J'ai pas vu. Au 3. Ah oui, j'ai dit, je sais pas combien de fois. Une petite équipe qui arrive. Le graphisme, t'en penses quoi? Le graphisme, moi je trouve que il est, je l'ai déjà dit au début, en fait, il est très brut, très intense, et vraiment on sent le trait énergique et vigoureux dans ce qu'il fait. Franchement, je crois que j'en avais déjà parlé pour le vrai banger de 2024, Bugle Call, mais moi j'ai eu peu d'artistes que j'adore en termes de dessin. C'est Bleach notamment quand j'ai vu ses planches en vrai.
Et moi, j'ai eu ce truc de. Alors que là, je regarde juste sur mon portable parce que j'ai pas encore le tome en papier. Oui, on enregistre avant la sortie du manga. Et clairement, il a un trait de ouf. Le noir qu'il met, c'est un manga en noir et blanc, on est d'accord. Mais moi, j'ai ce truc de. Quand tu arrives à percevoir le noir au fond de toi, je sais pas comment le dire en termes de ressentiment, mais lui, il a ce truc-là. Et je trouve que c'est incroyable. Clairement, les combats, quand il utilise le kuro, le kuro, il y a plusieurs poissons, il y a Aka, Kuro et Nishiki. Et quand ils les utilisent, clairement, tu vois les petites bulles, tu vois les trucs, tu vois les petits poissons qui passent, ils sont super bien faits, il y a du détail. Et c'est incroyable. Moi, j'en prends plein les yeux grâce à ce visuel, en tout cas. Alors, globalement, hype ou est-ce que ça va s'imposer ? Ça va se jouer sur la durée, je pense. Ça va vraiment jouer. On va jouer sur les 90 minutes, là. Faut pas se dire qu'on va marquer d'entrée. Je pense qu'il aura de toute façon son petit effet. Alors qu'il a essayé de mettre le but d'entrée, justement. Oui, je pense que c'est ça. Il a peut-être essayé de marquer. Les supporters ont essayé de mettre le but d'entrée. Alors, ça fait beaucoup de monde sur le terrain, mais ok, pourquoi pas. Mais par contre, moi, je reste persuadé que c'est vraiment un manga à suivre. Et alors vous, je sais que vous avez lu plus de tomes et honnêtement, vu la manière dont Julie m'a parlé des tomes suivants, a priori il y a vraiment quelque chose, parce que moi effectivement le tome 3 m'a marqué en me disant ok, là je veux savoir la suite, et derrière j'ai eu une vague de Julie qui m'a dit non mais c'est trop bien la suite, donc oui, j'ose y croire que ça va être vraiment chouette. Tu fais bien d'invoquer Julie, parce que la question aussi qui fait qu'un manga devient populaire commercialement, ça dépend de le lectorat féminin. Est-ce que vous pensez que le lectorat féminin peut accrocher comme il a accroché sur Bleach, comme il a accroché sur Naruto ? Franchement, non. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est un récit de vengeance. Donc Julie est une exception. Non, mais c'est vrai, ça peut. Non, mais j'ai l'impression que Julie est bizarre de toute façon. Non, mais pour moi, cette vengeance est tellement masculine. Honnêtement, il y a des gros bras partout, sans mauvais interprétation. Mais je vois pas il y a pas de fan service féminin, si tu veux, dedans. Clairement, pour moi, c'est adressé à des garçons. Et ça va rester à des garçons. Et pour moi, c'est le genre de manga qui peut pas faire 100 tomes. C'est impossible. Un truc de vengeance comme ça qui fait 100 tomes, moi, j'y crois pas. Ça veut dire que c'est un truc à rallonge qui ne sert à rien. Moi, comme One Piece, qui nous sert à rien, quoi. Non, je vais pas citer. Comme Détective Conan. Non, mais moi, clairement, je vois peut-être autant que Demon Slayer pour ce titre. Mais c'est parce que c'est un récit de vengeance. C'est un carton gigantesque, Demon Slayer. Oui, mais le public féminin, se l'est vraiment emparé en plus. Ouais, mais c'est un peu différent parce qu'il y a des femmes qui sont protagonistes dedans. Là, il n'y a pas de femmes qui sont protagonistes. Et je suis pas sûr que ce soit ça qui compte pour. Nous, on est 4 gars autour d'une table, donc on est mal placé pour s'exprimer. Il n'y a pas Julie pour nous aider, mais rien que les cosplays, il n'y a pas de cosplay féminin possible. Ouais, il y en a en un. fait, ouais. Et c'est tout. C'est vrai que les cosplays de Demon Slayer sont plus évidents. Les femmes n'interviennent pas dans ce manga. Il n'y a pas de cosplay évident tout court en fait avec ce manga. Ou alors c'est une petite fille qui se coupe les bras. Et franchement, vous n'allez pas vous couper les bras pour le cosplay. Non mais pour moi, c'est vraiment un vrai shonen entre guillemets qui s'adresse aux garçons. Et je trouverais difficile pour une fille de se mettre dedans parce qu'il n'y a que des sables qui se découpent. Il n'y a que de la vengeance. Et je suis je pense que tu te trompes, à mon avis. Je pense qu'il y a plein de filles qui adorent les films sanglants. Qu'ils adorent, c'est une chose, mais je suis pas sûr que ça représente une majorité de ce que cherche la gente féminine. Alors moi, je suis un petit peu d'accord avec Joe parce que c'est vrai que si tu prends les vrais gros titres récents, très très grand public, c'est Spy Family. C'est ce que j'allais dire. Et Char, Anya. Et puis les carnets de l'apothicaire, tu vois, genre vraiment en termes de gros succès récents et tout, qui clairement s'est adressé aussi à un public féminin. Qui s'adresse à tous les publics. Voilà, il y a beaucoup de protagonistes féminins. Et clairement là, on est vraiment sur. C'est un peu ce que je disais, le côté le produit d'appel edgy, tu vois, le truc de. Là, on est sur un manga dark, mais tu sais, c'est presque du edgy hors de propos pour notre époque, tu vois, c'est un peu un manga qu'on aurait adoré nous ados, tu vois, parce qu'on aimait les trucs dark et tout. Et là, il arrive peut-être un peu après la bataille de cette mode, tu vois, genre. Donc je sais pas trop. Mais et moi après, à titre personnel, pour l'instant j'ai un peu l'impression de lire un gloubi-boulga de trucs que j'ai déjà l'impression d'avoir vu, mais voilà, mis dans une forme un petit peu nouvelle. Et en même temps, je suis complètement transporté par l'énergie quand même globale du titre, donc j'ai un peu envie quand même de continuer et tout. Et donc j'arrive pas trop à savoir la destinée que ce manga peut avoir.
D'ailleurs, je sais pas en vrai l'accueil qu'il a au Japon. Je sais pas comment il est. Plus d'1 million d'exemplaires vendus, ça se passe vraiment bien. Ouais, ça se passe bien, donc tant mieux. Mais voilà, je sais pas si ça va devenir chez nous le nouveau Spy Family ou si ça va rester le Kaiju 8 ou le. Ce qui est déjà pas mal, mais qui serait très bien. Honnêtement, Kana serait très content. Mais voilà, moi pour l'instant, j'ai un peu tendance à me dire, je le vois pas passer la division quadruple A. Du coup. Je sais pas. Big Three. Mais du coup, Joe m'a fait réaliser là en le disant que putain, c'est vrai que c'est pauvre en termes de personnages féminins pour le moment en tout cas. Sur le début, c'est assez pauvre. Après là, effectivement, où je te rejoins pas, c'est que les filles n'ont pas forcément besoin de filles dans le récit. Alors, et les personnages sont déjà suffisamment stylés. Si nous on les kiffe. Si 4 mecs kiffent ces personnages-là, je suis sûr à 200% que des meufs vont kiffer aussi ces personnages très stylés, très ténébreux. Mais par contre, je suis complètement d'accord. Où sont les meufs dans ce titre? C'est dommage. Moi, je me base sur l'identification. Moi, j'aime beaucoup m'identifier à ce que je lis, que ça soit pour les héros ou même pour les personnages secondaires. Et là, comme il n'y a pas de personnage féminin, je me dis. Qu'est-ce qu'elle va chercher dans ce manga? Non, mais on a franchi ça depuis un moment. Parce que tu vois, dans Naruto, dans Dragon Ball, ça touchait tous les publics et il n'y avait pas de personnage auquel on avait vraiment envie de s'identifier quand on était une fille, je pense. Ouais. Le nombre de filles qui ont dû tomber amoureuses de Sasuke ou Neji. Mais rien que Naruto, il y a déjà 10 fois plus de personnages que dans. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Que dans Kagura. Oui, alors de ce qu'on a lu, effectivement, là, oui, après, au bout de 3 tomes, je suis pas sûr qu'il y avait tant de personnages féminins que ça. Bon, il y avait toute ça, la moitié de la classe était féminine. Oui, moi, elle servait à rien au début. Oui, alors, tu peux les mettre, tu les utilises pas. C'est factuel. J'ai pas dit que l'identification était bonne. Hein. Oui, d'accord. J'ai pas dit ça. Bon, bah, vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'autre côté de cette émission, derrière cette porte? Est-ce que vous pensez que Kagurabachi pourra s'imposer parmi les classiques du shonen manga ou est-ce que c'est juste une mode passagère? On vous écoute, lisez-le d'abord hein, avant de nous. Oui, c'est mieux pour nous donner votre avis et puis dites-nous ensuite. Il y a les 3 premiers chapitres qui sont quand même dispo hein, sur Manga Plus, c'est gratuit. Et les 3 derniers du coup. Et les 3 derniers, après cet été, ils ont quand même tout mis gratuit pendant plusieurs semaines. Ouais, il y a des gens qui ont plus lu que nous. Bien vu. En français officiel quoi. Heureusement que Julie est pas là parce qu'elle aurait détesté cette phrase. Que des gens aient lu plus qu'elle. Ah bon? Ouais, mais elle s'est bien rattrapée depuis. Je crois qu'elle est à jour, Julie en plus, sur la publication japonaise directement. Donc, publication japonais. Manga Plus. Quelle chance. Voilà, bref, vous avez tout qui est disponible. Tout parti. Kagurabachi, voilà, c'est aux éditions Kana. Il y a 5 tomes prévus quand même cette année. Donc ça va aller vite, ça va pulser. C'est bien. Puis ça sort pour la Saint-Valentin. Enfin, franchement, offrez ça à votre copine, a priori. Oui, bah alors du coup, l'émission sera passée. Le manga est déjà sorti. Ah merde. J'espère que vous allez offert ça. Ou des petits poissons. De petits poissons. Putain, 3 poissons, un noir, un rouge et 3 couleurs. Là. Vert doré. Non, c'est pas doré? Ah, je crois que c'était un 3 couleurs, moi. Ah, c'est peut-être un 3 couleurs. C'est un 3 couleurs, mais, blanc, en fait, mais c'est encore un nom japonais, ça. Les poissons à 3 couleurs. Chelou. Comme les chats à 3 couleurs. Voilà. Faites un glossaire pour Robin, s'il vous plaît, si jamais vous avez vraiment du temps à perdre. Non, soit ça, soit une page Wikipédia de la 5ème de coup, comme vous voulez. Ouais. Si vous avez un compte Wikipédia, et ben citez-nous. Comme ça sera un truc bien. Si vous avez un je sais pas comment ça marche, mais ouais. Vous l'avez jamais fait. Taguez-nous sur Wikipédia. Ça doit se tenter. Avec le hashtag 5DC. Je sais pas. Faites l'histoire du hashtag. Non, je sais pas ce qu'on peut faire sur Wikipédia. En vrai, bon titre. En vrai, on dit des trucs au hasard. Merci d'avoir écouté cette émission qui n'était pas au hasard. Le reste de la discussion, c'était des vrais trucs qu'on pensait. Oui. C'est que la fin où on dit des bêtises et le débat sur l'âge de l'auteur de Kiro Kazono. Merci d'avoir écouté cette émission. On vous dit à la semaine prochaine. On va parler de Darwin's Incident. Non, Darwin's Game. On va parler de Darwin's Game. Merde, il dit le mauvais manga. Ah dommage, j'étais hypé. J'étais pas loin. 30 tomes de Darwin. Faudra qu'on revienne sur Darwin Incident. Ouais, enfin, quand il fera 30 tomes du coup. Oui, quand il fera 30 tomes. Bien sûr. Non, mais on a les émissions sur nos mangas à suivre aussi. On va bientôt lancer le sondage et tout pour que vous choisissiez les 6 mangas de nos émissions mangas à suivre. Faites-nous souffrir. En attendant, bref, Darwin's Game et pas Darwin Incident parce que le dernier volume de Darwin's Game est sorti que c'est l'un des mangas favoris depuis quelques années de Johnny. Donc on va pouvoir vous parler de tout ça. Merci. Oui. Non, j'allais dire qu'il y a trop peu de gens qui le savent, mais c'est quand même la 5e série de Ki-hoon.
Enfin, c'est-à-dire qu'il y a My Hero Academia, il y a Jujutsu, Ah, il y a quand même des pontes qui sont au début. Et Darwin's Game est 5e. Eh bien, on en parle la semaine C'est pas prochaine. mal. Merci Ouais. de nous avoir écoutés. Ciao, salut. Salut. Et bisous.